Bon, il est 14h04, je vous propose que l'on démarre si ça vous va. Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire de retour d'expérience sur les dispositifs d'interpellation en regard croisé avec la ville de Bordeaux. Donc avant toute chose, on enregistre le webinaire, donc si vous ne voulez pas apparaître, être filmé, enregistré, pensez à désactiver votre caméra. Et avant toute chose, je me présente aussi, sinon je vais oublier. Donc Suzy Flammé, je suis chargée de mission à la mission Agenda 21 du département de la Gironde, et moi je suis plus particulièrement en charge de la coordination et d'animation du laboratoire, la base. Donc justement, on va vous présenter rapidement ce que c'est ce laboratoire La Base pour vous donner un peu de contexte sur pourquoi on organise aujourd'hui ce webinaire. Donc La Base, c'est un laboratoire d'innovation publique territoriale qui accompagne la transformation des services et des politiques publiques en Gironde, puisqu'il est porté par le département de la Gironde. Et l'idée, c'est de accompagner la transformation des services et politiques publiques à faire face aux changements globaux et aux changements sociétaux. Et donc pour ça, on s'attaque aux enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques. Et donc, pour y répondre, on a plusieurs champs d'activité au laboratoire. Déjà, c'est un lieu à Bordeaux, à Mériadec. Peut-être que certaines sont déjà venus nous voir et ont déjà participé à des ateliers. Et donc, c'est vraiment un lieu dédié à la créativité et à l'intelligence collective à Bordeaux. Et après, on a deux grands champs d'activité. Donc déjà, premier champ d'activité, on pilote des expérimentations et on accompagne en interne et aussi sur les territoires dans leur trajectoire de transformation. Et donc, en expérimentation, on pilote notamment le droit d'interpellation local et citoyen, auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Et donc, deuxième grand champ d'activité, on sensibilise et on outille via le programme d'activité. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se situe aujourd'hui. Donc, l'objectif à travers ce programme d'activité, c'est de pouvoir justement comprendre les enjeux, donc venir décortiquer les enjeux environnementaux, sociaux, démocratiques, mais aussi s'équiper et s'outiller. Donc, on vient tester et se former à des outils, à des méthodes, que ce soit des méthodes d'intelligence collective, de la facilitation graphique ou du design, par exemple. Et aussi, on a tout un volet s'entraider et se soutenir, donc par exemple via des flash accompagnements, donc des sessions d'entraide pour un porteur de projet, ou bien s'inspirer via, par exemple, des retours d'expérience comme aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est dans le cadre de notre expérimentation sur le droit d'interpellation local et citoyen. On a voulu faire ce retour d'expérience dans le cadre du programme d'activité, dans l'idée de pouvoir faire un retour sur ces dispositifs d'interpellation citoyenne et encore plus avec un regard croisé avec la mission démocratie permanente de la ville de Bordeaux, ce qui nous paraît encore plus intéressant d'avoir différents regards sur ces dispositifs-là. Et donc aujourd'hui, on va avoir un temps un peu en deux phases. Une première phase de présentation de deux témoignages. Donc on va démarrer par la ville de Bordeaux. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui Tiffaine Ardouin et Marine Luce qui vont représenter la mission. Donc une vingtaine de minutes sur ce premier témoignage et ensuite on enchaînera avec le témoignage du département de la Gironde avec Julie Blanquet. Et donc on aura 30 minutes à la fin d'échange. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra à la fin des deux témoignages. Et je vous passe la parole, la ville de Bordeaux, Tiffaine et Marine, si c'est OK pour vous. Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Tiffaine, est-ce que tu veux commencer pendant que je charge le PowerPoint à dire 2-3 mots d'introduction? Oui, très Merci. rapidement, pour dire effectivement que nous, on a mis en place un dispositif d'interpellation qui répond. On a un contrat démocratique qui a deux axes principaux. Un axe de la ville vers les habitants qui s'appelle le dialogue citoyen et un axe des habitants vers la ville qu'on appelle les initiatives citoyennes. Et donc le dispositif d'interpellation, il rentre dans le cadre de cette deuxième axe, c'est-à-dire que c'est la conviction que finalement les citoyens ont aussi plein de choses à nous dire, en dehors des créneaux que nous, on peut avoir imaginé, pensé, en dehors des politiques publiques qu'on peut mener. Et que donc c'était pour nous la mise en place du dispositif d'interpellation citoyenne, c'était une réflexion qui avait pour objectif de favoriser finalement la prise de parole directe des habitants à l'encontre de la ville. Et ce qui nous a... Moi, je suis élue seulement, donc moi, je suis Tiffaine Ardouin et je suis élue à la ville de Bordeaux depuis 4 ans. Donc, je suis une élue citoyenne. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'était le fait que aujourd'hui, un conseil municipal, il n'est pas du tout accessible aux habitants, ni dans la proposition du sujet, ni dans la capacité d'interagir entre les habitants et le sujet tel que la loi le prévoit. Enfin, la loi est entre les habitants et le conseil municipal tel que la loi le prévoit. Et donc, c'était aussi pour nous intéressant de se dire que le dispositif d'interpellation était une manière de donner la possibilité aux citoyens d'imposer un sujet au conseil municipal et donc aux élus de la ville.
Voilà un petit peu ce qui a donné lieu à l'expérimentation. Et puis juste pour compléter en une phrase, c'est vrai que c'est une expérimentation et le travail qu'on va vous partager avec vous correspond pile poil au moment où on est en train de réfléchir à cette première année de mise en service de ce dispositif d'interpellation. Et on s'était engagé à revoir, en fonction du fonctionnement, de revoir son fonctionnement aussi, pour s'adapter et pour faire en sorte que ce soit un dispositif vivant. Mais je vais pas aller plus loin. Je vais laisser la parole à Marine qui a conçu et qui, aujourd'hui, administre le dispositif d'interpellation citoyenne. Merci Tiffany et de faire le lien pour me présenter, ce que je n'avais pas encore fait. Donc moi, oui, je suis Marine Luce et je suis la chargée de mission démocratie permanente et la chef de projet du dispositif d'interpellation. Donc comme l'a dit Tiffany, c'est moi qui anime le dispositif et qui suis aussi en charge de le faire évoluer maintenant après cette année d'expérimentation et de fonctionnement du dispositif. Et évidemment, Marie-Pierre. mon micro a été coupé. Oui, Ouais. je viens de le voir. Donc, pour revenir un peu aux origines du dispositif d'interpellation, j'ai précisé sur le diaporama que c'était écrit d'ici. Si je dis d'ici, soyez pas surpris, c'est le petit nom qu'on a donné au dispositif d'interpellation citoyenne pour éviter à le reprononcer à chaque fois. Donc, c'était un engagement qui a été pris par la nouvelle équipe municipale en 2020. Et c'est un dispositif qui s'adresse aux citoyens de plus de 16 ans qui habitent ou travaillent à Bordeaux. Donc je le précise parce que chaque ville aussi ou département fixe ses propres règles. Ça s'adresse également aux associations qui siègent à Bordeaux et ça permet en fait aux habitants et aux associations de déposer un sujet, une idée, un problème sur la plateforme Bordeaux Participation, qui est notre plateforme de démocratie participative bordelaise, et d'obtenir des soutiens sous la forme de signatures. Donc on l'a lancé en décembre 2023. Et pour faire un peu de généalogie, globalement, il y a eu plusieurs étapes qui ont conduit à la création du dispositif. Si jamais parmi vous, vous souhaitez vous engager dans la création de ce type de dispositif un jour. Donc d'abord, il a été inscrit au règlement intérieur du conseil municipal en décembre 2020. Ensuite, on a rappelé l'ambition de ce dispositif dans le contrat démocratique en février 2022. Il y a eu le vote de la délibération qui a acté de la création de ce dispositif en juin 2023. Et pour vous donner une idée, entre juin 2023 et décembre 2023, moi j'ai été recrutée pour mettre en œuvre ce dispositif-là. Et j'ai travaillé pendant, donc ça doit faire oui, plusieurs mois quand même, à la mise en œuvre de ce dispositif afin de l'ouvrir au public. Donc ça peut vous donner une idée du temps aussi on peut mettre à ouvrir ce type de dispositif. Je souhaitais aussi revenir avec vous sur un peu ce qu'a amorcé Tiffen, c'est pourquoi aujourd'hui on met en œuvre un dispositif d'interpellation citoyenne. Je pense que beaucoup de collectivités partagent aussi l'idée de créer ce type de dispositif pour offrir un levier d'interpellation aux habitants. Enfin voilà, on partage tous un peu cette ambition-là. Derrière nous à Bordeaux, on s'était aussi dit que c'était une manière de reconnaître le conflit dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Mais également de garantir un traitement équitable et transparent des interpellations qui étaient déjà reçues par la ville, afin de garantir à l'ensemble des habitants, habitantes et personnes qui travaillent à Bordeaux les mêmes moyens d'action pour interpeller la municipalité. On s'était aussi dit que dans le cadre du contrat démocratique déployé par la ville de Bordeaux, le dispositif d'interpellation, c'était une offre démocratique qui était complémentaire à d'autres dispositifs existants, budget participatif, convention citoyenne, observatoire de la démocratie permanente, qui permettaient justement d'offrir aux habitants de Bordeaux différents moyens pour venir proposer à la ville leurs idées, leurs problématiques et exprimer parfois des conflits. Et enfin, un dernier objectif, c'était que c'était aussi un levier de mobilisation et d'interpellation des élus. Donc voilà, sur la vie politique locale, avec vraiment un enjeu de se dire que la dimension collective des interpellations déposées nous paraissait vraiment importante, qu'on puisse avoir des habitants qui vont faire signer des interpellations, font un peu ce travail aussi d'animation démocratique et politique. Sur le cœur de notre dispositif, donc aujourd'hui, à quoi ressemble le dispositif d'interpellation citoyenne bordelais? Donc, comme je l'ai dit, il s'adresse aux habitants et aux personnes qui travaillent à Bordeaux.
Il faut au minimum être 3. Les possibilités de dépôt, elles sont multiples. Afin d'éviter en fait d'avoir des problématiques liées au numérique, on a proposé aux personnes de pouvoir déposer des interpellations sur la plateforme par mail ou par bulletin. Donc moi j'ai créé un formulaire qui est disponible à la cité municipale et que les personnes peuvent remplir manuellement, quoi, manuscritement. Nous ensuite on a un mois lorsqu'on reçoit une interpellation pour étudier sa recevabilité. On a des critères qui sont assez larges, on va dire, et qui permettent en fait de recevoir, de considérer beaucoup d'interpellations comme recevables, dans le sens où nous on accepte toutes les interpellations qui concernent la vie locale et l'action municipale. Donc c'est pas limité aux compétences strictes de la ville. Et ça, pareil, c'est un choix qui a été fait à Bordeaux et qui différencie le dispositif d'autres qui ont pu être mis en œuvre ailleurs. Une fois que nous, on a fait l'étude de recevabilité, l'interpellation elle est ouverte au soutien pendant une durée de 3 à 6 mois. Et peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est la question des seuils. En fait, à partir de quel moment, nous, en tant que service élu, on va à la rencontre de ces personnes qui nous interpellent. C'est à partir de 150 soutiens pour le premier seuil, où là, on a un rendez-vous avec les élus, les services concernés pour répondre à l'interpellation. 1500 soutiens, on crée un atelier de médiation avec des personnalités extérieures, des experts, où là, on est un peu plus sur un travail de renforcement de la proposition, d'études ou de mise à l'étude des propositions qui ont pu être faites dans l'interpellation. Et 4000 soutiens, là, c'est la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le sujet de l'interpellation, que les élus en débattent et puissent choisir la modalité de suivi, enfin de réponse à cette interpellation qu'ils souhaitent et qui peuvent être. Tu as fermé ton J'entends ton plus, micro qui Marie. est à nouveau. Pardon, c'est dès que je clique pour bouger la petite fenêtre avec une vidéo. Donc les moyens qu'on a mis en œuvre pour assurer un peu la réussite de ce dispositif, ça a été d'abord de déployer une action vis-à-vis des citoyens pour le faire connaître. Donc on a lancé une grande campagne de communication au moment du lancement du dispositif d'interpellation, avec des affiches dans la rue, avec une communication dans l'ensemble des conseils de quartier aussi, pour vraiment le porter à connaissance aux habitants. On a fait des flyers. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de faire connaître massivement le dispositif d'interpellation. Et vis-à-vis des citoyens également, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on reçoit une interpellation, on prend directement contact avec la personne, on essaie vraiment de faire du suivi et de l'accompagnement au cas par cas, en s'intéressant à la personne, au sujet qu'elle nous dépose, en travaillant avec elle jusqu'au dépôt, et également d'assurer le suivi une fois que l'interpellation est déposée. La mise en œuvre, elle a aussi impliqué un temps de travail interne avec les services, avec les élus, puisque quand on met en place ce type de dispositif, ça peut venir chambouler des routines administratives, des projets ou des façons de travailler qu'avaient déjà les élus avec les habitants. Et donc, ça a nécessité un petit temps de sensibilisation, de présentation auprès des élus, de présentation auprès des services, de création aussi de process, c'est-à-dire on a fixé une méthode en interne pour traiter les interpellations et qu'elles aient un petit circuit qui permette d'informer les personnes qui doivent l'être et de pouvoir commencer à étudier les propositions. Donc ça, je le précise, mais c'est un temps aussi qui est important si on veut également susciter de l'engagement. Ensuite, sur les enjeux qu'on a identifiés à la réussite du dispositif, donc il y avait la question de le faire connaître, d'accompagner les dépositaires, qui pour nous a été très important, d'ancrer donc le dispositif dans les pratiques de l'administration. Et ça, nous, on l'avait vraiment amorcé au lancement du dispositif, mais c'est quelque chose qu'on va poursuivre en fait à l'issue de cette première année d'expérimentation. Et également l'idée d'accompagner les services dans la construction de la réponse aux habitants, où là, l'objectif des premiers rendez-vous de 150 soutiens, c'est vraiment de pouvoir être là, nous aussi, en tant que service mission de démocratie permanente, pour outiller les services dans leur rapport avec les habitants qui, en fait, font des pétitions ou déposent des interpellations dans notre dispositif, et nous être garants, en fait, aussi de cet échange-là. Et donc ça, pour nous, c'est des enjeux qui nous paraissent importants dans la réussite du dispositif d'interpellation aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a présenté ce qu'on a mis en œuvre à Bordeaux, après cette première année d'expérimentation, l'heure est venue du bilan. Donc, finalement, on a un dispositif
J'ai pas envie de dire qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, puisque ce n'est pas vraiment l'objet, mais en tout cas, on a reçu 43 interpellations sur une année de fonctionnement. Je l'ai mis à jour tout à l'heure parce qu'on en a reçu quelques-unes la semaine dernière. Donc en fait, ça témoigne aussi de l'intérêt du dispositif et de l'intérêt que portent les citoyens pour ce dispositif-là. Donc 43 interpellations, c'est pas mal. Il y a des sujets qui reviennent sur la propreté, la circulation, la tranquillité. C'est des sujets qui sont très proxy, en gros qui concernent la proximité du cadre de vie, du lieu de vie. C'est des personnes qui vont nous interpeller sur des sujets assez concrets. Et donc, nous, on reçoit ces interpellations, on essaie voilà, d'échanger avec ces personnes-là sur la portée un peu plus généralisable de leurs propositions. Mais globalement, ça reste quand même des interpellations euh, très centrées sur le cadre de vie, je dirais. Sur l'ensemble des interpellations reçues, donc 43, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a mis que 8 en ligne. Et ça, c'est vraiment, je pense, un chiffre qui est intéressant. Puisqu'en fait, il témoigne aussi d'un décalage qu'il y a eu, où en fait, nous, on s'est dit que les personnes allaient nous donner, enfin, déposer les interpellations, et qu'ensuite, on allait les accompagner, prendre contact avec elles. Là, sur les 43 qu'on a reçus, les 42 étaient recevables, selon les critères qu'on avait établis. Ce qui a fait qu'en fait, elles n'ont pas abouti à la mise en ligne, c'est que les personnes n'ont pas continué les échanges avec nous, et en fait, nous ont envoyé l'interpellation, et finalement, soit avaient plus le temps de continuer le dépôt, soit en fait, on n'avait plus envie, ce qui fait qu'on n'en a eu que 8 en ligne sur les 43 reçus. Sur le profil des personnes qui déposent les interpellations, aussi quelques informations. Sur les 43, seulement une association nous a déposé une interpellation. Sur les interpellations en ligne, il y en a quand même deux ou trois qui ont été déposées par des personnes qui étaient déjà proches, soit des réunions publiques, enfin des outils de démocratie permanente qui étaient déjà mis en place par la ville de Bordeaux. Sur l'ensemble des interpellations, on a aussi une parité femmes-hommes qui est respectée globalement. Et ça, c'était un élément important pour nous. Par contre, peut-être un flop dans le dispositif pour l'instant, parce qu'on va travailler dessus, c'est qu'aucune interpellation n'a été déposée par des collectifs ou des habitants en quartier prioritaire de la ville. On s'en est rendu compte en faisant le bilan et en regardant les adresses. Donc voilà, ça nous incite aussi à aller davantage vers ces quartiers-là. Donc, pour nous donner un peu des éléments de conclusion sur l'utilisation de ce dispositif, nous, aujourd'hui, ce on en retire, c'est qu'on a une utilisation dite élargie du dispositif d'interpellation, dans le sens où je pense que le bilan de 43 interpellations reçues sur un nouveau dispositif pour une année, c'est pas mal. Pourtant, on s'interroge donc à la fois sur le nombre de personnes qui n'ont pas souhaité poursuivre le dépôt de leur interpellation et qui nous interroge, nous, sur l'accompagnement au dépôt et à la mise en ligne, on va sûrement revoir. Ce qui nous interroge également, c'est les seuils de médiation. Aujourd'hui, sur les 8 interpellations qui ont été mises en ligne, il y en a beaucoup qui n'ont jamais dépassé les 50 soutiens, et donc, ou même qui ont stagné à 2 ou 3 soutiens en ligne. Donc nous, ça nous a interrogé aussi sur quels moyens on pouvait donner aux personnes qui mettaient en ligne les interpellations pour obtenir davantage de soutien, pour aller faire signer. Donc là-dessus, on a un chantier à ouvrir. Euh, et donc, ce qu'on voudrait faire pour l'instant, ça me fait faire la transition avec la fin. À l'issue de notre première année d'expérimentation, on est en train de faire le bilan de voilà, ce que je viens un peu de vous présenter de manière un peu plus détaillée, et on essaie de travailler des préconisations. Il y a plusieurs leviers qu'on voudrait activer. Ça pourrait être donc la question des seuils. Les seuils, donc le premier seuil de 150 soutiens. L'idée, ça pourrait être de le diminuer à 50 pour essayer justement d'aider les personnes qui ont du mal à obtenir des soutiens sur leurs interpellations, à en obtenir moins du coup, et malgré tout avoir le premier rendez-vous avec les élus et le temps de médiation. On pourrait travailler aussi sur la durée de mise en ligne et également sur la plateforme et sur la manière de valoriser les interpellations qui sont mises en ligne sur cette plateforme. Ensuite, l'objectif, ça pourrait aussi être d'aller vers les associations, les collectifs d'habitants, notamment dans certains quartiers, donc les quartiers prioritaires, ou voilà, directement d'aller à la rencontre des associations pour leur présenter l'outil et leur dire, donc, aujourd'hui, vous disposez de cet outil, utilisez-le, ou peut-être qu'un jour, vous aurez à l'utiliser.
Et enfin, le dernier levier, ça pourrait être d'outiller davantage les auteurs et autrices d'interpellation, une fois leur interpellation mise en ligne, donc notamment sur la communication, sur comment nous, on peut aussi communiquer sur l'interpellation auprès d'associations, sur le réseau de la ville. Donc voilà, essayer davantage d'être un soutien à l'obtention de signatures de la part des personnes qui ont déposé l'interpellation. Et je termine juste sur une information que j'ai peut-être oublié de mentionner. On a eu un seul rendez-vous de médiation sur un an, donc une interpellation qui a obtenu 150 soutiens. Et c'est l'interpellation qui a été déposée par une association. Donc voilà, nous on pense que pour l'instant, il y a un lien quand même entre obtention de soutien et aussi le fait d'être une association, d'avoir des réseaux qui, qui... Voilà. Et je m'arrête ici pour les éléments. Merci beaucoup, Marine et Tiffaine. On a 3 petites questions qui sont en lien avec la présentation. Est-ce que Julie, ça te va de les traiter maintenant? Parce que c'est des questions un peu de clarif et de détail. Donc, on a une première question sur la date de lancement public du DC. Pour avoir, parce que vous avez dit la date de lancement, enfin de préparation, mais pour avoir un peu la différence entre préparation, recrutement et lancement officiel. 6 décembre 2023. Ok. Pour le lancement officiel. Ok. C'est bientôt l'anniversaire. Merci. Oui, c'est très bon. C'est vendredi. Et est-ce que vous avez déjà identifié, enfin, ça parlait de préconisation, mais est-ce qu'il y a déjà des solutions ou moyens que vous avez identifiés pour plus inclure, enfin, plus aller vers les habitants des quartiers prioritaires de la ville qui s'emparent de ces dispositifs ou Moi, si je peux juste ajouter un petit mot. Oui, vas-y. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'en général, dans les QPV, il y a un certain nombre de réseaux aussi associatifs, de réseaux, de centres sociaux, de centres d'animation, d'espaces de médiation, qui font que il y a pour un certain nombre d'habitants, il y a aussi j'allais dire, une certaine habitude à présenter des choses et à discuter aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Ce qui ne veut pas dire que ça ne doit pas être renforcé, parce que je pense qu'il y en a aussi une grande partie qui ne s'adresse jamais à leurs élus ou à leur collectivité. Mais je pense aussi le milieu associatif est particulièrement développé dans les QPV de Bordeaux, comme je pense dans beaucoup de QPV. Et donc, ce sont des canaux existants qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas besoin d'un dispositif d'interpellation pour faire remonter les préoccupations des habitants. Mais si tu veux compléter, Marine. Juste 2 secondes sur la question des moyens qui étaient dans la question posée. Nous, on va essayer d'aller vers les habitants des QPV pour leur présenter au moins l'outil de manière un peu plus fine qu'en s'adressant à l'ensemble de la population comme on l'a déjà fait. Donc en gros, l'idée en termes de moyens, ça va être de placer le curseur en termes de communication, en termes de présentation, comme par exemple ce qu'on vient de faire là, mais en plus synthétique et en plus à destination des habitants, d'aller leur présenter directement. Ça peut être dans les centres sociaux. Nous, on a la chance d'avoir le Parlement mobile qui se déplace chaque année dans les quartiers de la ville et notamment dans les quartiers prioritaires. Là, y aller avec des formulaires, voilà. Donc, quand on dit aller vers, c'est vraiment saisir les occasions d'aller à la rencontre des habitants, leur présenter l'outil et de leur présenter le formulaire aussi pour qu'ils déposent une interpellation directement. Donc voilà, c'est ça un peu dans les moyens qu'on avait en tête, mais qui sont à préciser pour l'année prochaine. Ok. Et justement, est-ce que vous faites le lien un peu avec d'autres formes d'interpellation? Et si oui, comment? Notamment les interpellations par courrier, via les réseaux sociaux, les pétitions ou sur d'autres plateformes? Ouais. C'est une très très bonne question et c'est une question, je pense, qui se pose sur tous les dispositifs d'interpellation mis en place aujourd'hui. Nous, on a fait le choix de séparer les interpellations qui étaient pétitions, on va dire, je les appelais pétitions pour qu'on fasse la différence. Les pétitions qui sont mises en ligne sur change.org, sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux, on les sépare des interpellations citoyennes. Pourtant, aujourd'hui, à Bordeaux, on a la chance en fait que les élus s'emparent souvent des pétitions qui circulent, que ce soit dans les quartiers, que ce soit sur des sujets qui concernent l'ensemble de la ville de Bordeaux. Donc, en fait, on a déjà un traitement qui est existant sur ce type de pétition où en fait les personnes obtiennent des réponses de la part des élus, que ce soit par l'intermédiaire de médias ou directement.
Nous, sur les interpellations, donc, ce qu'on s'est dit au départ en regardant le traitement de ces pétitions-là, dès la création du dispositif d'interpellation, celui-ci n'a jamais eu pour vocation de remplacer ces pratiques contestataires de pétitions déjà existantes. L'objectif, c'était d'avoir un outil qui en fait garantisse à des 150 signatures, voire là prochainement peut-être à 50, un rendez-vous avec des élus. Donc en fait, c'est ça la seule différence avec les pétitions. Donc on a accepté ce fait que en fait, voilà, on était un dispositif différent des pétitions qui circulaient, qui proposait également des médiations et des choses qui garantissaient un rendez-vous avec des élus, avec des services, et donc apporter quand même quelque chose aux personnes qui s'inscrivaient dedans. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de lien entre une pétition sur Change, par exemple, qui a 1500 soutiens, ne va pas rentrer dans le dispositif d'interpellation. Et ça, parce que justement, on n'arrive pas à sourcer les personnes qui ont signé. Nous, on n'a pas accès aux données non plus qui sont sur change.org. Donc en fait, il y a des difficultés aussi relatives au traitement de l'information, au RGPD, aux limites de la vie privée aussi des personnes qui signent ces interpellations-là, qui n'ont pas forcément envie que ça se retrouve dans un dispositif. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on a fait le choix de séparer les deux. Après, malgré tout, quand il y a des pétitions, enfin, on essaie quand même, enfin, pour l'instant, ça n'a pas été activé, mais peut-être qu'une idée, ce serait d'essayer de ramener ces personnes-là vers le dispositif à un moment voilà, d'essayer de leur présenter un peu pour qu'ils l'aient en tête et qu'ils s'en saisissent naturellement. Ok. Et juste si je peux me permettre de compléter, j'ai Oui. été voir on m'a informé là d'une pétition qu'il y avait sur Bordeaux en cours. J'ai été la voir sur change.org et j'ai été surprise de voir qu'en bas de la pétition, il y a marqué, donc change.org a marqué sur son site, au-delà de 4000 signatures transmis au conseil municipal. Et donc je trouve que, enfin voilà comment aujourd'hui, change.org, et c'est pour ça que je pense que Marine, je ne sais pas si tu avais cette info, mais c'est intéressant de voir que change.org fait référence à notre dispositif d'interpellation, pas en invitant à aller signer sur le DC, mais plutôt en disant qu'effectivement, au-dessus de 4000 signatures, ça arrive au conseil municipal, ce qui est une information erronée, pour toutes les raisons que vient de dire Marine, mais c'est assez intéressant de voir comment est-ce que la plateforme fait référence finalement, par exemple, à un dispositif comme le nôtre. Et enfin, dernière petite question, est-ce qu'il y a un contrôle des signataires? Leur adresse, leur âge Ouais, il y a un contrôle des signataires dès le premier seuil atteint avec un niveau de pourcentage. En gros, on vérifie 10% des personnes qui ont signé au niveau des 150 et ensuite ça diminue un peu les seuils au fur et à mesure qu'on les atteint. Voilà, je précise que c'est un élément qui nous paraissait important, enfin qui est important, qui prend du temps, puisqu'on appelle les personnes une par une, on vérifie qu'elles soutiennent bien l'interpellation, on vérifie qu'elles habitent ou travaillent à Bordeaux et qu'elles ont plus de 16 ans. Voilà, c'est pour l'instant, pour l'avoir expérimenté une fois, ça a bien fonctionné. Enfin, on n'a pas eu de mauvaises surprises de personnes qui habitaient je ne sais où et qui a soutenu l'interpellation. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt nécessaire, mais ça prend un peu de temps, mais ça se passe bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au retour d'expérience du département. Julie, je te laisse la parole. Ok, merci. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Ouais, ok. Alors, il va y avoir pas mal de redites ou en tout cas de redondances, mais c'est aussi parce que on a été aussi inspiré un peu par les mêmes pionniers sur ces questions de droit d'interpellation. Donc voilà. Alors, au niveau de la Gironde, donc on l'appelle pas le DICI, on l'appelle le droit d'interpellation local et citoyen. Donc du coup, j'utiliserai le DILC en ce qui me concerne pour pas redire à chaque fois la totalité du nom. Donc nous, d'où ça vient? Ça vient plus particulièrement de l'année 2022 où le président du département a initié un nouveau format qui est d'affecter tous les ans, de consacrer tous les ans un thème en le nommant grande cause départementale. Et pour la première année de la création de cette grande cause départementale, il a dédié à la participation citoyenne. Dans ce cadre-là, en mars 2022, on a organisé un événement qui a rassemblé
250 personnes, qui s'appelait le rendez-vous des urgences démocratiques. Et pour lequel le format qui avait été choisi, notamment pour la matinée, laissait une grande place aux prises de parole, aux prises de discours des uns et des autres. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui se sont exprimées, notamment un petit groupe de personnes que vous voyez et puis je vois qu'il y a Sandrine qui s'est connectée, que vous voyez sur la photo en haut à gauche, des personnes qui défendaient le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Donc pour certains, ils faisaient partie d'un mouvement qui s'appelle Espoir RIC. Pour d'autres, ils étaient plutôt proche des mouvements des Gilets jaunes. Et du coup, on a entendu lors de ce rendez-vous des urgences démocratiques une forte expression sur le RIC, qui avait été, du coup, sur tout le mouvement des Gilets jaunes, une des revendications de ce mouvement. On a eu aussi une deuxième expression qui rejoint aussi le mouvement des Gilets jaunes, qui était les cahiers de doléances, en disant, vous, département, vous avez une responsabilité sur ces cahiers de doléances, puisque l'État a versé les cahiers de doléances dans les archives départementales. Et du coup, ces cahiers de doléances qui avaient rassemblé énormément d'expressions citoyennes n'avaient pas du tout été traités. Il n'y avait pas eu ni de prise en compte ni de rendu compte de ces cahiers de doléances. Et du coup, on avait aussi été interpellés en disant vous avez une responsabilité là-dessus. Donc juste, je vais refermer la parenthèse des cahiers de doléances, mais ça nous a interpellés, ça nous a questionnés. Et effectivement, on s'est dit oui, il y a quelque chose à faire. Et on a recruté une personne en thèse, CIFRE, puisque un des leviers pour lever l'anonymat des cahiers de doléances, c'était de pouvoir l'aborder par le biais de la recherche. Et donc, du coup, depuis début 2023, il y a un thésard CIFRE qui réouvre les cahiers de doléances et qui les traite. Et il y a un très beau documentaire qui est actuellement dispo sur France TV, qui raconte un peu cette histoire des cahiers de doléances. Donc ça, c'était un premier. Et un deuxième, c'était le RIC. Et du coup, là aussi, on s'est dit, OK, c'est un vrai sujet et on va voir comment on peut continuer à travailler ce sujet. Donc, on a proposé, à partir d'octobre 2022, des ateliers de co-construction avec à la fois on avait réinvité toutes les personnes qui étaient aux urgences démocratiques, en disant, il y a ce sujet qui a été vraiment pas mal poussé pendant la journée des urgences démocratiques. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, quel que soit vos statuts, pour venir travailler dessus, vous êtes les bienvenus. Donc, on s'est réunis d'octobre 2022 à février 2023 pour des ateliers de prototypage du règlement. Le règlement, il a été approuvé en juin 2023 par en séance plénière des élus départementaux, et le dispositif, il a été lancé en septembre 2023. Au-delà du fait que des personnes soient venues nous interpeller sur l'opportunité et ce que crée un RIC, pourquoi le département s'est saisi de ce type de dispositif, ça a été pour répondre aussi à la crise de légitimité des élus. On a un président qui a tendance à dire qu'il peut avoir le sentiment d'être mal élu, et ce, quel que soit le score, on va dire, qu'il a eu. Il y avait une expression de plus en plus présente d'aller vers plus de démocratie directe, par les mêmes mouvements un peu que j'ai pu énoncer. Il y avait l'envie pour nos élus d'être aussi dans une dynamique de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. Donc ça, c'était tout un premier bloc qui était aussi sur le contexte particulier de 2022, année d'élection et post-Covid, post-Gilets jaunes. Il y avait l'idée de se sentir à l'aise avec le fait d'accueillir la controverse comme un marqueur de vitalité démocratique, et de pouvoir accepter et au contraire de se dire prêt à avoir de l'opportunité dans le fait d'avoir des espaces de dialogue et de débat. Et puis, comme l'a dit Marine pour Bordeaux, il y avait vraiment l'idée de dire, nous, en tant qu'élus, on est quotidiennement en fait interpellés. Est-ce qu'il faut vraiment un dispositif pour ça ou pas? Mais à la fois avec un peu une réalité qui fait que l'accès aux élus, aux services, elle peut avoir, notamment en termes à la fois d'accès et de réponse, un manque d'équité ou un manque de transparence dans ce qui est fait des interpellations que nos élus ou que les services reçoivent, qu'elles soient de manière orale ou quoi que ce soit, et de dépasser un peu l'informel pour aller vers quelque chose de plus construit. Je fais un petit focus sur la co-construction du dispositif parce que ça a été un moment fort pour nous, à la fois parce qu'on n'avait pas spécialement d'idées, même si on a fait un peu
un parangonnage à la fois des collectivités qui s'étaient lancées, donc notamment Grenoble, bien sûr, mais d'autres aussi, des départements qui s'étaient lancés et qui nous avaient dit c'est un flop, faut pas le faire, parce qu'en fait, c'est une bonne idée, mais ça crée pas grand-chose. Donc on avait fait ce tour un peu, mais du coup, l'idée, c'était vraiment avec les participants de comprendre le sujet, en fait, pourquoi il faudrait un dispositif, est-ce qu'il y en a besoin ou pas, de faire culture commune sur la démocratie d'interpellation, la démocratie directe ou sur le RIC. Qu'est-ce que ça veut dire un RIC, que disent les textes, ainsi de suite. Ensuite, on a co-construit un dispositif et qui avait du sens pour les participants. Donc chacun s'est dit est-ce que c'est un dispositif que j'aimerais activer, que j'aimerais mobiliser. Et puis on avait quand même une commande des élus qui nous disait qu'il fallait que ça renforce donc les portées à connaissance des élus, il fallait que ça renforce la visibilité et la transparence des réponses, il fallait que ça garantisse une meilleure équité. Et le président nous a dit pour moi, si on fait un dispositif, il faut qu'il soit mobilisable. Donc, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait beaucoup de collectivités qui s'étaient lancées, mais qu'en fait, le dispositif, les seuils, c'était tellement des seuils parapluies d'ouvrir de la sécurité qu'ils n'étaient jamais mobilisés. Donc, lui, il nous avait dit bah, moi, si on fait un dispositif, il faut que ça soit mobilisable. Et puis, au-delà du bout du dispositif qui est la votation, il disait moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il puisse ouvrir de l'échange et du débat. Au-delà de la votation, mais même s'il y a quand même voilà, l'aspect votation. Mais du coup, le président et Céline Guery, qui étaient délégués en charge au moment où on l'a fait, ils avaient vraiment ces deux envies-là, c'est-à-dire si on fait quelque chose, il faut que ce soit mobilisable, et si on fait quelque chose au-delà de la votation, c'est vraiment ramener du débat et de la discussion entre des élus et des citoyens. Voilà, donc pour vous le présenter, mais il est assez similaire au dispositif de Bordeaux. Donc, il s'agit d'un recueil d'interpellations par recueil de signatures, qui a quand même une finalité du coup qui pourrait aller jusqu'à l'organisation d'une votation citoyenne, sur les interpellations, déposées. Pour autant, c'est une procédure qui essaye d'être souple et légère. Donc, notre service juridique, nous a souvent dit qu'il n'y avait pas d'engagement juridique, du conseil départemental qui était possible, puisque dans ce cas-là, ça ne serait pas légal. Mais du moins, il y a un engagement moral et politique, de nos élus départementaux qui s'engageraient à aller jusqu'au bout si un sujet, devait atteindre le seuil de la votation. Donc le dépôt, on est sur 2, minimum, 2 personnes qui travaillent ou habitent en Gironde. Ils peuvent avoir, 11 ans et plus. Alors pourquoi le 11 par rapport au 16? Ça a été un sujet de discussion dans les ateliers, mais c'est notamment dû à nos compétences sur les collèges et ça nous semblait, compliqué d'exclure les collégiens alors que c'est une de nos compétences un peu, fortes. Et nous, du coup, c'est sur un sujet de compétences départementales et on va voir que c'est le critère le plus excluant, là-dessus. Tout se passe en ligne sur jeparticipe.gironde.fr, même s'il y a la possibilité, notre règlement prévoit de pouvoir, avoir de l'écrit hors, numérique, voire des appels, téléphoniques si quelqu'un est en incapacité de déposer son interpellation sur une plateforme numérique. Donc il y a un dépôt, une recevabilité. La recevabilité, comme je vois qu'il y a beaucoup de praticiens, de collègues, nous, la recevabilité, elle se fait entre un tout petit comité, enfin un petit comité, nous, Mission Agenda 21, qui sommes en charge de ce dispositif, un chargé de mission du DG, du coup, pour représenter le DG, un collaborateur de cabinet et l'élu. Et en sachant qu'aujourd'hui, au département, l'élu en charge, c'est la déléguée à la résilience, innovation et la démocratie participative, c'est William Benyachou. Et du coup, et un juriste, voilà. Et donc, souvent, on pose la question, la première question, c'est est-ce que ça rentre dans le champ de compétences ou pas? Et puis après, on informe les collègues des directions concernées. Voilà, et parce que on pourra en revenir sur des questions, mais du coup, c'est le juriste en fait qui pose, comme je vous disais, que la compétence c'était un peu la seule limite au-delà de tout ce qui est discriminatoire et tout ça. Mais c'est le juriste qui dit si compétent ou pas compétent. Et après, on informe les collègues et élus concernés. Voilà, c'est un choix pour le moment. Donc si c'est recevable, même si elle est déjà en ligne, on bascule le statut de l'interpellation pour, voter et puis après il y a, l'atteinte du premier seuil et on a un dispositif, en palier, donc avec un premier seuil à 66 soutiens, qui doit être fait en 2 mois. Donc la population girondine, c'est 1 600 000 habitants. Donc on a voulu un seuil symbolique, mais vous verrez que même 66, des fois, c'est compliqué à avoir.
donc là qui déclenche une médiation entre services du département, élus du département. Et là, à chaque fois, on se pose la question de savoir si c'est le VP en charge de la politique publique, si c'est le conseiller départemental du secteur. Voilà. Et pareil sur les directions, on a une organisation au département de la Gironde où on a des directions territoriales et puis des directions plus centralisées. On se pose aussi la question de là où ça va produire le plus d'impact ou de transformation et quel est l'interlocuteur le plus pertinent pour les interpellants. Et souvent, il y a un peu les deux. Voilà, souvent, il y a le VP en charge qui va avoir une posture très politique publique et le conseiller départemental ou les conseillers départementaux qui vont avoir aussi des lectures un peu territoriales. Un deuxième seuil qui est à 2000 soutiens sur un minimum de 5 cantons en 4 mois. Et celui-là donnerait lieu, parce qu'on ne l'a jamais atteint, à l'idée d'un panel hybride, donc une convention hybride qui réunirait agents, élus, citoyens, experts et qui viendrait un peu monter en compétences et en préconisation sur un sujet. Donc, ça serait décortiquer ce sujet, enquêter sur le sujet, auditionner des experts. Et le but de ce panel hybride serait après de rendre un rapport de préconisation sur le sujet traité en assemblée plénière. Et puis un dernier seuil qui serait à 20 000 soutiens sur un minimum de 50 ans, là aussi en 10 mois, qui donnerait lieu à une présentation en conseil départemental, enfin surtout qui donnerait lieu à un engagement du président du département d'organiser une votation citoyenne sur le sujet. À tout moment du processus et quelle que soit la réponse ou les réponses du département, les interpellants peuvent poursuivre le processus ou l'arrêter, même si le département peut avoir déjà des réponses à toutes les étapes. En fait, à la médiation, le département pourrait déjà prendre en compte un certain nombre de sujets traités par les interpellants, mais pour autant, les interpellants pourraient choisir de poursuivre et aller encore plus loin ou aller mobiliser encore plus, ainsi de suite. Voilà pour le dispositif. Donc nous aussi, on l'a lancé véritablement en septembre 2023, donc ça fait un peu plus d'une année. On a 12 interpellations qui ont été déposées. On a 4 interpellations qui sont non recevables, notamment au titre des compétences portées par le département, ou des sujets très hors sujet, qui n'avaient pas vocation à être des interpellations, mais qui sont vraiment plutôt une question qui appelle une réponse. Voilà. Il y a 4 interpellations qui ont atteint le premier seuil des 66 soutiens. Ça a été sur une mobilisation sur le sujet des frelons asiatiques, la tarification des bacs maritimes. Le département, on est gestionnaire de bacs sur l'estuaire de la Gironde, un bac entre Gironde et Charente-Maritime sur le Verdon-Royan et un autre bac d'une rive à l'autre de l'estuaire. Un sujet des 80 km/h. Là, c'était intéressant aussi de voir que c'était aussi un sujet fort porté par le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, c'était des citoyens qui demandaient un retour aux 90 km/h. Un sujet sur les pistes cyclables qui sont aussi une compétence départementale. On a 2 interpellations qui étaient dans nos compétences, mais qui n'ont pas atteint les 66. C'était un sujet intéressant sur les conflits d'usage sur la forêt, notamment entre randonneurs et chasseurs. Et un autre sujet sur de la sécurisation piétonne de la route départementale. On a du coup réalisé 3 rendez-vous de médiation d'initiative citoyenne et puis il y en a un autre qui est prévu cette semaine. Et ces rendez-vous ont permis à la fois, l'intérêt, c'est d'avoir de l'écoute réciproque de là où se situe à la fois la parole de l'interpellant et aussi les limites potentiellement de la Gironde, en tant que collectivité, de pouvoir situer c'est quoi ses compétences, c'est quoi ses moyens financiers, légaux, c'est quoi son envie en termes aussi de, même si on a des compétences, on a des manières d'interpréter les compétences parce qu'il y a aussi des projets politiques derrière chaque collectivité. Donc ça a été des moments un peu d'écoute réciproque, de situation réciproque de ces sujets-là, et avec des choses qui ont pu être organisées et les élus qui ont bien voulu, sur certains sujets, donner une réponse et faire des actions. Voilà, ça a été le cas notamment sur les frelons asiatiques où les interpellants mobilisaient le département de la Gironde sur la capacité du département à avoir une chambre de résonance auprès des communes très grandes. Et donc, on ne veut pas spécialement des moyens ou quoi que ce soit, mais on veut que vous puissiez
faire votre rôle d'assemblier sur ce sujet et nous aider à organiser de l'information à l'échelle de la Gironde pour que toutes les villes et communes se mobilisent sur la lutte contre les frelons asiatiques. Et d'autres rendez-vous où il n'y a pas forcément eu de prise en compte des sujets des interpellants, par exemple sur la tarification des bacs où il y avait des envies d'aller trouver un tarif local pour les résidents à proximité du bac. Là où le département a dit qu'il n'en avait pas les possibilités légalement et que potentiellement il y avait des questions d'équilibre budgétaire, donc il n'y a pas donné suite. Voilà, pour dire que la collectivité peut donner suite ou non sur certains sujets. Les tops et flops, mais ça rejoint un peu aussi les constats de Marine. 12 interpellations déposées, donc c'est déjà bien, mais à l'échelle de la Gironde, c'est que ça. Donc là aussi, j'ai bien aimé ta formule en disant, voilà, on ne juge pas sur est-ce que ça marche, que ça ne marche pas. Voilà. Malgré tout, des sujets d'intérêt départemental, voilà, le 80 km/h, le vélo, la tarification des bacs, le conflit d'usage, voilà, c'est des sujets, c'est pas que des sujets de proximité, et ça vient aussi toucher un peu au cœur compétences du département. Une satisfaction des interpellants d'avoir eu accès aux élus. Et là aussi, je trouve que la double casquette d'élus, c'est-à-dire l'élu en charge, le vice-président, mais aussi l'élu local, ça amène des endroits de réponse qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui sont intéressantes. Et puis, malgré tout, des actions qui ont pu être menées assez rapidement en termes de réactivité, notamment la réunion que je disais. Sur les flops, sur le volume et sur la Gironde, 12 interpellations, c'est très peu. Malgré un seuil très bas de 66 interpellations, il y a des interpellations qui n'arrivent pas forcément à réunir le nombre suffisant de soutien. Au niveau du département, il y a quand même un manque dans la visibilité du DILC. C'est un dispositif j'ai mis quasi, mais je pense qu'il est inconnu des Girondines et Girondins. À l'animation de ce dispositif, il y a quand même des fois un manque de réactivité des directions, des vice-présidents sur les interpellations déposées. Nous, service à l'œuvre, on doit quand même beaucoup ramer pour aller mobiliser nos collègues sur ces sujets-là, parce que ça apparaît comme des sujets en plus pour eux. Le profil des interpellants, où on avait des personnes qui pouvaient être élues par ailleurs, des personnes qui sont des gens qui sont mobilisés dans des assos, qui sont même militants, donc des personnes qui sont déjà mobilisées sur certains sujets. Et nous, peu de liens avec le service en lien avec les réclamations qui sont dites plus classiques. Voilà. Et puis Et si demain 2025, donc la semaine dernière a eu lieu les rencontres de la démocratie d'interpellation. Il y a un institut qui s'appelle Alinsky qui avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner quelques collectivités sur ces histoires d'interpellation. Donc la Gironde, on avait candidaté et du coup on a été lauréat pour être accompagné. Donc 2025, on va se dire que ça va aussi nous donner de l'énergie, de la réflexion sur nos pratiques, le fait d'avoir cet accompagnement et d'avoir aussi la chance d'être avec d'autres collectivités à se poser ces questions. Pour dire aussi ce qu'a dit Marine, moi je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le fait de renforcer l'accompagnement aux interpellants, les moyens qui leur sont donnés, ainsi de suite. En interne, de donner plus de poids ou de visibilité au dispositif, en tout cas que se donner les chances qu'il ait plus d'impact. Et puis, ça a été aussi dit, donc vraiment c'est beaucoup faire du lien avec les autres formes d'expression hors dispositif, de se dire est-ce que notre sujet c'est vraiment que notre dispositif il marche, ou est-ce que notre sujet c'est que les expressions d'interpellation, de mécontentement soient prises en compte, et auquel cas on pourrait se dire que dispositif ou pas dispositif, l'intention, la finalité, elle est plutôt là-dessus. Et du coup, on pourrait faire plus de liens sur les réclamations reçues par d'autres biais. Faire le lien, je vous en ai parlé du coup avec les cahiers de doléances. L'idée, c'était ça pourrait être intéressant de regarder quels étaient les sujets du mal-être des personnes qui ont pris ce temps pour les écrire dans des cahiers, et voir si on retrouve dans nos réclamations ou dans le dispositif ce type de sujet. Ça pourrait être, donc ça a été dit aussi, faire le lien avec les pétitions non institutionnelles et trouver un moyen de savoir si c'est des sujets qu'on a envie de traiter ou pas. Donc nous, en Gironde, il y a le sujet des éoliennes, il y a le sujet du photovoltaïque, des grands aménagements. Et puis peut-être profiter là de faire ce retour d'expérience à deux, d'avoir un droit d'interpellation sans couture entre ville, département, région. Voilà.
Voilà, je suis arrivée au bout de mes 20 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Alors, on n'a pas trop de questions, mais de nombreuses ressources sont apparues dans le chat. On a eu plein de partages, merci beaucoup. Déjà, il y a eu le film France 3 qui a été mis dans le chat, donc n'hésitez pas à aller voir sur les doléances. Il y a également Solucratie qui a été mentionné et d'autres événements comme la Nuit de la démocratie des territoires, une pièce de théâtre proposée par la compagnie Jusqu'à l'aube. Et ensuite, on nous demande aussi si on est en relation avec Action Commune, si on a répondu à l'initiative du pacte de la transition et si on est en relation avec la mairie de Poitiers. Donc, beaucoup de liens, en fait. Voilà. C'est vrai que moi, j'avais pas pensé à Transiscope, mais faire connaître les dispositifs d'interpellation aux membres du Transiscope, je ne sais pas comment c'est possible, parce que Transiscope, c'est une plateforme qui recense toutes les initiatives de transition dans plein de domaines différents au niveau français. Mais par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment est-ce qu'on peut faire connaître finalement aux structures qui figurent des choses comme Transiscope, comme nos dispositifs d'interpellation. Et moi, je veux bien savoir ce que c'est qu'un. J'ai une petite idée de ce que c'est que sans couture, mais voilà, sans couture, ça veut dire qu'on aurait un dispositif commun à différentes collectivités et qu'en fonction de la, c'est ça que. Oui, ça pourrait. C'était une expression qu'on avait notamment travaillé dans de l'interinstitutionnel, le service public sans couture, un peu ça. Pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Ça reprend cette idée de ne pas forcément obliger chacun des citoyens à avoir cette connaissance de à qui je dépose quoi, mais de le prendre plutôt à l'inverse en disant, ben, vous le déposez et nous, normalement, on a suffisamment d'agilité pour voilà, mais c'est un peu un idéal pour rebasculer et se situer plutôt de la part du citoyen et pas que lui-même doit faire l'effort de rentrer dans nos cases respectives. Mais je sais que ça amène tout un tas de. Enfin, même Marine disait RGPD et tout ça. Voilà, mais c'est des choses qu'on avait bossé des fois sur d'autres types de services publics ou d'accueil inconditionnel ou des choses comme ça. Ça me faisait penser à ça. Merci. Et une proposition d'organiser un transis coton à Bordeaux. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour vous exprimer. Bon. Vous adressez à moi, j'imagine, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Ben, j'ai mis deux liens. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc, effectivement, je suis en relation avec pas mal de dynamiques autour de la démocratie et de la participation, si on utilise encore ce mot-là, citoyenne. Et en fait, Transis Coton, c'est un téléthon, hein, on pourrait dire, qui s'appuie sur la plateforme, sur le portail web des alternatives, Transiscope, où aujourd'hui, sur la France ou la francophonie métropolitaine, il y a plus de 40 000 références. Donc, j'imagine que si vous ouvrez la carto, vous devriez voir quand même des centaines de références. Et l'idée, c'est comment faire en sorte que tous ces différents acteurs puissent se rencontrer, se reconnaître, dialoguer et effectivement œuvrer ensemble dans un mode de coopération. Donc c'est un peu l'objet de Transiscope. Et vous verrez que dans les deux articles que je vous ai remis donc concernant le Transiscoton de Quimper et celui de Marseille, qui est celui du printemps dernier, on peut imaginer que, fort de tout ce que vous êtes en train de mettre en place sur Bordeaux et la Gironde, on pourrait très bien imaginer quelque chose de cet ordre-là et l'ouvrir à d'autres espaces, hein, pas nécessairement uniquement autour de des références qu'on retrouve sur Transiscope. On peut imaginer plein d'autres articulations, bien sûr. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Mais nous, je pense que ça fait un peu écho. Oula, j'entends mon écho dans un micro.
Je pense que nous, ça fait un peu écho à la communauté La Gironde s'invente en Gironde, qui est une communauté pareil d'acteurs des transitions avec les cousinades qui permettent aussi voilà, d'avoir un moment où on se rassemble entre acteurs des transitions. J'ai l'impression que c'est un peu l'ambition de ces Transiscoto. Mais merci beaucoup pour ces propositions. Oui, vous vouliez réagir avant de passer à une autre. Oui, ce que je voudrais rajouter, ce que je remarque, parce que moi, je suis Mhm. en relation avec très nombreux collectifs, c'est que toute la problématique qui se pose aujourd'hui quand on parle de changer d'échelle, quand il s'agit d'accompagner la transformation sociétale, si on veut dire ça comme ça, c'est on fonctionne tous en silo. Et c'est vraiment ça, c'est comment décloisonner. Si on ne se pose pas cette question première, on peut avoir toutes les initiatives les plus belles les unes que les autres, on se fait plaisir, mais il n'y a rien qui bouge profondément. Et c'est vrai aussi bien au niveau national que local, etc. Donc c'est un point de vigilance que je mets à cet endroit-là, et c'est tout l'intérêt de Transiscope, puisque Transiscope, c'est qu'une interface où en fait, si vous regardez, il y a 40 sourceurs. On est dans un mode de ce qu'on appelle de coopération et dans un mode archipel, on pourrait dire, si vous connaissez ce fonctionnement-là, à savoir qu'il y a 40 sourceurs et toutes les bases de données sont partagées à cet endroit-là. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, c'est comment vraiment être dans un mode de coopération. Et tout ça est partagé sous licence open source et en CC by SA. Voilà, merci. Merci. Oui, d'où l'idée aussi d'un dispositif d'interpellation sans couture, enfin du moins qui différencie, enfin qui soit unique, un guichet un peu d'entrée unique pour les citoyens. Après, on avait une autre question, Julie, plus sur les apports de la co-construction avec les citoyens. Tu as un peu répondu dans le chat, mais si tu veux détailler à l'oral sur qu'est-ce que ça vous a appris, quelles attentes spécifiques ont émergé de la part des citoyens dans cette dynamique de co-construction, qui peut-être du coup différencie avec la démarche de la ville de Bordeaux. Bah, enfin, je sais que alors, je vais pas parler à la place de Céline Guerrier à l'époque, mais aussi nous services, déjà, ça nous a permis d'être un peu plus serein dans le sens où on avançait à plusieurs, on y a réfléchi collectivement. Donc, on a eu l'impression aussi de proposer quelque chose de plus robuste. Et même, je pense que pour l'élu en question, le fait d'avoir pu le partager avec d'autres élus, il y avait des élus de la ville de Saint-Médard, de Saint-Loubès. Enfin, il y a aussi des élus ou des agents qui se sont dit tiens, nous on le met pas forcément en place là, mais comme ça pourrait nous arriver, voire on pourrait avoir cette idée, c'est intéressant. Voilà, ça nous a poussé à avoir des seuils bas parce que du coup les participants nous y poussaient. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir quelque chose en tout cas d'essayer d'être le plus ambitieux possible. Mais effectivement, le collectif portait. Donc après, on avait enfin, ça nous a permis aussi de débattre rien qu'entre nous. On voyait qu'on a sur les 11 ans et plus, voilà, il y en avait qui étaient pour, contre. Enfin voilà, on a eu vraiment aussi une qualité délibérative. Donc voilà, donc ça c'était super intéressant. Mais ce que je disais aussi, c'est qu'il y avait par exemple Sandrine ou Stéphane qui ont participé, donc ils pourraient aussi donner. Sandrine, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, puisque du coup tu faisais Oui, partie de ces gens qui sont venus j'ai nous beaucoup. interpeller et après Oui. qui sont restés tout au long du processus. Ouais. Alors oui, moi j'ai participé à la journée des nouvelles démocraties le 22 mars, en mars 2022. Alors moi, la petite anecdote, c'est que je suis agent territorial depuis 20 ans. J'anime un service emploi d'une communauté de communes. Ça fait 30 ans que j'accompagne les gens dans l'insertion professionnelle. Et puis moi, depuis 10 ans, je vois le monde à l'envers. C'est-à-dire que je vois des infirmières en face de moi quitter l'hôpital. Je vois des gens en burn-out. J'ai initié dans ma collectivité une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'ai participé à plusieurs ateliers et puis ma responsable à l'époque est partie. Et j'ai peut-être que je voulais efficience, s'est vu revenir très dans un schéma très patriarcal. Donc, je me suis dit, j'ai besoin, moi, de participer à des changements positifs. Et c'est Clara Heger qui, à la base, avait été invitée pour participer à cette journée. Et comme moi et Stéphane et quelques-uns avions essayé de faire signer des maires pour elle, elle nous a envoyé
sur cette journée. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié parce que c'est vrai que ça a été vraiment un travail très collaboratif avec plusieurs associations de Bordeaux. Ça a vraiment été un échange. Je ne connaissais pas la base. J'ai trouvé que vraiment c'était un outil formidable parce que pour moi, la vie, c'est pas qui a tort et qui a raison, mais comment on fait pour vivre ensemble. Et oui, il y a beaucoup de collectifs qui ont vu le jour. Le plus dur, c'est de faire la cohérence avec ces différents collectifs. Et moi, j'ai trouvé que le département de la Gironde l'avait bien fait grâce à ces ateliers. Pour ma part, moi qui suis fonctionnaire, j'ai trouvé que ça avait été assez rapide parce que on a débuté en fin d'année 2022. Mais en septembre, le droit d'interpellation citoyenne était voté. Et ça, moi qui suis fonctionnaire territorial, lorsque j'y suis rentrée il y a 20 ans, cela m'aura appris la patience. Donc j'ai trouvé ça assez rapide. Et on apprend, pour ma part, le monde se fait tous les jours au présent. On apprend de nos erreurs. Et dans ce climat social qui, pour moi, va être très difficile en 2025, on va déjà avoir des outils qu'on pourra mettre en place et qui unifient, qui rassemblent. Donc, pour moi, c'est une très, très grande avancée. Merci beaucoup, Sandrine, pour votre témoignage sur la co-construction. Précédemment, on avait une question qu'on n'a pas forcément traitée, justement sur la prise en compte de la ville de Bordeaux. Est-ce que la mairie, justement, avait ouvert ses portes lors de la campagne des cahiers citoyens et des carnets de doléances? On a parlé un peu du lien département de la Gironde et des cahiers de doléances, mais on l'a moins peut-être évoqué pour la ville de Bordeaux. Donc, si Marine et Tiffaine, vous voulez revenir dessus. Alors, oui, c'est Tiffaine, je vais réallumer ma caméra. Oui, il y a eu la ville de Bordeaux avait déposé des cahiers de doléances qui pouvaient être remplis. Après, je ne sais pas du tout ce qui en a été fait. Ce que je sais, c'est que quand on est arrivé, on a été rencontré justement par les chercheurs de l'université de Bordeaux qui étaient venus nous interpeller pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait participer finalement à ce travail d'étude sur les cahiers de doléances. Il se trouvait qu'on n'a pas été suffisamment réactif et qu'on n'a pas accompagné à ce moment-là les demandes spécifiques qui avaient été formulées. Par contre, on a été recontacté il y a 1 an par la compagnie Jusqu'à l'Aube, c'est ce que je mettais dans le chat, qui travaille justement qui souhaitait faire un travail pour redonner à voir aux citoyens un petit peu le contenu de ces cahiers et en faisant une forme théâtralisée. Et donc, là, par contre, on a été un peu plus réactif. Et donc, on propose à tous ceux qui le souhaitent et qui sont intéressés par les cahiers de doléances girondins, parce que ce n'est pas les cahiers de doléances bordelais, puisque c'est l'analyse girondine qui a été faite. Mais en tout cas, la compagnie Jusqu'à l'Aube a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Doléances et qui sera présentée gratuitement le 29 au soir à la salle des fêtes du Grand Parc. Et l'objectif, c'est justement d'avoir un temps d'échange aussi avec les universitaires qui ont travaillé dessus. Je pense aussi d'ailleurs qu'il y a le CIFRE qui travaille avec vous au département qui sera dans les personnes à qui on proposera de prendre la parole pour expliquer leur démarche et pour présenter le travail qui est fait autour des doléances. Donc, voilà, mais c'est un complément de réponse. Merci beaucoup. On partagera, je pense, s'il y a un lien pour s'inscrire ou de l'événement, on pourra le partager aussi dans le chat, si possible. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait encore on est encore en construction de l'événement parce que comme c'est dans 2 mois, les dates ont été arrêtées, on est en train de travailler dessus, mais je crois que c'est pas, pour l'instant en tout cas, on n'a pas de communication qu'on peut partager avec vous. Mais si vous gardez la date en tête, vous pourrez. Okay.
aussi autre chose qui se présente Il y aussi. a une autre restitution théâtralisée le 6 décembre. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour en parler, n'hésitez pas. Oui, merci Suzy. Donc Maëva Saboureau au département de l'Aude. Effectivement, c'est le CESE qui a voulu, en autosaisine à côté de ces saisines obligatoires, voulu se saisir des cahiers de doléances pour au moins accuser réception, si on veut utiliser des mots simples, de ces citoyens qui se sont donné la peine d'aller prendre leur temps pour mettre un peu de leur vie sur le papier, des fois des moments difficiles, etc., que tout le monde n'a pas forcément en tête. Donc, tous les cahiers ont été anonymisés par le CESE. Ils ont tous été synthétisés et présentés aux élus. Et là, dans l'idée, il y aurait une restitution théâtralisée également. Donc, c'est plutôt ma chef, Cathy Cambouli, qui s'est occupée de ce créneau-là. Mais voilà, je voulais en parler aussi, puisque l'idée, c'est de partager aussi ce qu'on fait là-dessus. Et l'idée, nous, c'est qu'on va financer cette première représentation, le département, pour qu'elle soit gratuite et ouverte à tous, et pour qu'éventuellement, après, ça donne envie à d'autres communes, d'autres établissements de la recevoir et de la proposer aussi à leur public. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce partage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, en tout cas dans le chat, s'il n'y en a pas d'autres, n'hésitez pas, il nous reste encore du temps si vous avez des remarques, suggestions, questions, interrogations, ou même si Julie, Marine et Stephen, si vous voulez revenir sur des points qu'on n'a pas trop abordés encore, c'est le moment. Moi, je veux bien revenir sur un point qui est un point qui pour nous a été très important et en ça, je pense qu'il faut rendre hommage aussi au travail qui est fait de médiation avant les ateliers qui conduisent finalement à la rencontre entre élus enfin, élus techniciens et puis citoyens. Marine pourra compléter, mais justement, ce qui est apparu aussi et c'est tout l'intérêt, je pense aussi, de ces dispositifs, c'est que c'est une possibilité finalement de partir d'une demande citoyenne qui est le plus souvent assez individuelle, comme le disait Marine, en tout cas sur Bordeaux, et finalement d'essayer de les accompagner dans la réécriture de leur interpellation. Et le travail d'accompagnement à la réécriture de l'interpellation permet de travailler sur, j'allais dire, le côté enfin de coller le plus à l'intérêt général pour sortir de l'intérêt individuel. Et ça, je trouve que c'est donc sur les 42 interpellations qu'on a reçues, je ne sais pas avec combien, Marine, tu sauras peut-être, tu as fait ce travail d'accompagnement à la réécriture, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des choses à nous dire et on les accompagne dans ce travail pour leur dire, voilà, si vous voulez rencontrer, si vous voulez que votre interpellation, elle puisse avoir des signatures, il faut que vous sortiez de la dimension individuelle ou de la dimension hyper locale pour aller un petit peu plus dans le macro. Et à partir de là, vous pourrez avoir un peu plus de signatures. Ça ne veut pas dire qu'on en a beaucoup plus, parce qu'on a partagé avec vous le nombre de signatures recueillies. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est aussi un exercice pédagogique très intéressant. Et par rapport à l'atelier de médiation, le seul atelier de médiation qu'on a eu, ça, c'est vrai que c'est aussi des moments intéressants de voir comment on se met autour de la table, qu'on est obligé d'amener des éléments aussi de justification technique et politique par rapport à une interpellation de citoyens. Et que là, on est dans un temps d'échange. En tout cas, nous, l'atelier de médiation, je ne sais pas si Julie, vous avez le même retour, mais l'atelier de médiation, il a été vraiment très qualitatif. Et la qualité de l'information qui est partagée avec les citoyens qui étaient présents qui était vraiment intéressante. Et on fait un compte-rendu de cet atelier qui est ensuite mis en ligne et qui est accessible à tous ceux qui ont signé l'interpellation. Et donc, toute cette démarche, je la trouve... je trouve que c'est vraiment des démarches qui sont hyper intéressantes au-delà du processus de signature, au-delà de... Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que je ne sais pas si...
intéressant. Oui, et peut-être pour compléter, effectivement, c'est un peu aussi quand nous, le président nous demandait d'ouvrir des espaces de dialogue, c'était ça. Et même dans le rôle qu'on a, enfin, du coup, nous, c'est la mission Agenda 21 qui prépare ces temps et donc on essaye d'insister sur le fait qu'on n'est pas là pour convaincre l'autre, on n'est pas là non plus pour répondre à tout prix parce que sur certaines interpellations, voilà, à titre d'anecdote, par exemple sur le 80 km/h 90, un DGA à qui je disais, à cette interpellation, il disait: «Bon, OK, je vais faire chiffrer les panneaux». Je dis: «Mais en fait, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est pas, là comme ça d'avoir une réaction, voilà, c'est juste de se dire d'accord, voilà, pourquoi ils interpellent, là-dessus, c'est quoi le quotidien, c'est quoi qui leur fait, penser que, le département doit modifier un certain nombre de choses?» mais voilà, c'est aussi, sortir de cette idée qu'il faut être dans la réponse, à tout prix et dans la réactivité et au contraire vraiment d'essayer d'être dans une écoute, sans a priori, sans jugement. Et peut-être que c'est ni ce qu'ils ont exprimé, ni ce que nous on a craint et que ça sera encore autre chose qui peut sortir de ces rendez-vous de médiation. Donc, moi aussi je trouve qu'ils sont, même si voilà, nous on en a fait 3, je trouve qu'ils sont très intéressants parce qu'ils situent aussi un peu les contraintes des uns et des autres, les problématiques et voilà et notamment quand on arrive à faire ce travail d'écoute et même pour des fois nos élus qui sont beaucoup dans l'écoute, mais aussi en essayant toujours d'avoir directement une réponse parce que je crois que vous devez tellement vous dire que là, du coup, je te regarde, Tiffaine, mais que c'est ça qu'on attend de vous. Et du coup, moi, j'essaye à leur dire, mais en fait, là, il y a 2 rendez-vous surtout, enfin, on l'a peut-être pas dit, mais le premier, nous, on essaye vraiment d'insister sur le fait que c'est de l'écoute et on n'est pas obligé d'avoir une réponse dans l'immédiat, en fait, mais déjà de se laisser du temps pour, écouter, pourquoi cette petite histoire du quotidien, appelle à interpeller de manière un peu plus générale, voilà. Donc moi aussi je trouve que, ils sont assez prometteurs, alors on n'a pas eu l'occasion de vivre le reste, mais déjà ces rendez-vous de médiation, ils sont chouettes. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y avait une dernière proposition de Maëva. N'y aurait-il pas moyen, peut-être que c'est une utopie, de jumeler un droit d'interpellation citoyen à un BP? Donc, j'imagine que soit c'est budget prévisionnel, soit c'est budget participatif. Je sais pas si... C'est bien participatif, Saisie, merci. Oui, là, en y réfléchissant, en fait, indirectement, un budget participatif, il tend aussi vers de l'interpellation citoyenne, puisque ce n'est pas seulement un dispositif, en tout cas chez nous, qui veut financer des projets. En soi, c'est ça, in fine, hein. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire, c'est pas parce que au final, le collectif citoyen ou l'association n'a pas de financement qu'elle n'a rien gagné dans le dispositif. C'est-à-dire, on a fait des liens, même avec des services au sein de la collectivité, même en dehors, avec la région, etc. Et là, comme il y a un système de vote, il y aurait peut-être, je ne sais pas, ça reste un appel à idées, un budget participatif. Donc, ça peut être un appel à idées pour des projets qui seront financés et pour un appel à soutien. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu confus, même dans le message, ça peut être confus, mais puisque de toute façon, un budget participatif vient sur du vote et que dans l'idée, les associations, les porteurs de projets doivent solliciter les voix, ce serait peut-être un peu, je ne sais pas, jumelé. Vous votez, hop, pour un projet à financer et hop, vous votez pour une initiative à soutenir, par exemple, je ne sais pas. C'est une idée comme ça. Après, ça demande certainement du travail, plus encore. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Peut-être tes practices, ça pourrait être éventuellement. Mais moi, je veux bien réagir si. En fait, dans ce que vous dites, c'est une réflexion qu'on a déjà eue à la mission de démocratie permanente, notamment du fait qu'on porte aussi ces 2 piliers, la démocratie descendante et ascendante, et qu'en fait, dans les initiatives citoyennes, il y a le dispositif d'interpellation citoyenne, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle l'atelier des initiatives, et le BP aussi qui rentre un peu là-dedans. Et c'est vrai qu'au regard de la dynamique créer pour aller voter, créer les boîtes du vote, on s'est interrogé en se disant c'est vrai que finalement c'est un peu l'exercice reste relativement le même qu'une personne qui va aussi récolter finalement des votes pour son interpellation. Là après où c'est pas exactement la même chose et on s'interroge, c'est vrai que en termes
de lisibilité sur les différentes actions en termes de voilà, d'un côté on finance un projet sur un engagement long, de l'autre en fait le dispositif d'interpellation permet plutôt d'avoir une réponse par rapport à un problème. Souvent c'est vrai qu'on est quand même dans un registre, il y a des propositions et c'est vrai que j'avais eu un échange là-dessus avec des personnes qui s'imaginaient qu'on avait que des interpellations contre la ville ou très conflictuelles. Il y a aussi des interpellations qui relèvent de la proposition. Peut-être avec celle-ci, ce serait intéressant de pouvoir réfléchir à comment créer du lien sans pour autant faire mutualiser les deux dispositifs, mais peut-être vérifier comment articuler les interpellations reçues en fonction de si elles sont une demande, enfin une idée justement, une contestation ou vraiment une proposition concrète, pouvoir les articuler avec différents dispositifs. Et ceux qu'on a aujourd'hui. Et ça, je pense que ce sera un gros chantier à la ville de Bordeaux qu'on aura à faire aussi sur l'articulation des différents dispositifs qu'on mène, quoi. Ça rejoint aussi un peu la discussion tout à l'heure de comment est-ce qu'on relie les différentes manières d'interpeller aussi, en fait, comment est-ce qu'on fait du lien entre tous ces dispositifs et toutes ces manières d'interpeller. Ensuite, on a une question plus sur l'animation des temps de médiation. On a évoqué tout à l'heure les ateliers de médiation qui étaient importants pour permettre une écoute et une compréhension des différents côtés. Est-ce que c'est toujours voilà, vous qui animez ces temps-là, ou est-ce qu'il y a des fois un tiers extérieur qui peut faire médiation à la collectivité, ou c'est uniquement vous qui vous occupez de ces ateliers de médiation-là? Julie ou moi, je sais pas. Déjà, j'avais fait une réponse à l'écrit, parce que je crois qu'on a la même façon, c'est-à-dire que on est du coup homologue, avec Marine, puisque chargée de mission au sein de mission en charge des sujets de démocratie permanente ou de participation citoyenne, et du coup aujourd'hui, c'est nous qui les animions, mais ça peut poser je sais que, moi je m'étais posé la question et on avait même été voir juridiquement parce que la médiation institutionnelle, a, un cadre juridique qui, pendant des années était, à l'intérieur des collectivités et où maintenant, doit être fait par un tiers extérieur. Donc on pourrait se poser la question voilà, moi je m'étais aussi posé la question d'est-ce que du coup on peut être, cette interface, là alors qu'on représente quelque part, on est agent de la collectivité, mais bon, en tout cas aujourd'hui, au département de la Gironde, c'est nous, c'est-à-dire c'est une agent, du département qui le fait. Mais effectivement, je trouve que la question est pertinente et légitime, notamment, si c'était un conflit, beaucoup plus ouvert ou quoi que ce soit. Et puis ça pose la question pour moi quand même malgré tout de la formation à la posture, à l'écoute, voilà donc ça pose un sujet quand même. Tiffaine, allez-y, oui. Ah non, mais je pensais sinon prendre la parole après Marine, puisqu'elle était. Ah pardon, Ouais. Marine. Oui, enfin nous, c'est comme ce que Julie vient de dire, hein, c'est nous qui faisons la médiation en interne et en fait, enfin, pour le moment, enfin, j'abonde entièrement ce qu'a dit Julie. On n'a pas eu, c'est vrai que sur des sujets vraiment très conflictuels, à la limite, peut-être même du juridique, ça pourrait peut-être nous interroger. Et dans ce cas-là, on n'exclut pas, si vraiment il y a un sujet qui s'y prête et qui est problématique, ou la posture d'agent là interroge en termes de médiation, on ne s'interdit pas d'avoir recours à peut-être une animation extérieure. Mais globalement, pour l'instant, la situation ne s'est pas du tout posée. Et voilà, le fait aussi d'être médiateur, je pense, en interne, c'est-à-dire enfin, d'être la même personne qui à la fois reçoit les interpellations, prend les premiers contacts, enfin, au bout d'un moment, en fait, on noue un lien avec les personnes qui nous interpellent. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est d'être dans une posture de personne de confiance et l'interlocutrice privilégiée de la relation entre les citoyens qui interpellent et les élus, les services. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut être une force au niveau de la médiation, que ce soit premier niveau, deuxième niveau, d'avoir quelqu'un en fait qui à la fois connaît l'histoire de l'interpellation, l'a retravaillé avec les citoyens, et en même temps connaît et a suivi la mobilisation de ces citoyens pour obtenir les soutiens, et en mesure un peu aussi d'apporter à la fois un peu un rapport de confiance avec eux, et en même temps avec les élus, le jour de la médiation. Donc voilà, ça a ses avantages aussi, je pense, en termes de posture en interne. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'était juste que je
Enfin, nous, en tout cas, dans l'atelier qu'on a mis en œuvre, j'ai eu plus l'impression que le travail qu'avait fait Marine était un travail de facilitation, dans le sens où on n'est pas, enfin, le rôle du service démocratie, c'est pas de permettre à ce qu'il y ait un dialogue audible entre deux parties qui ne s'entendent pas. C'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir de part et d'autre un échange avec des apports, et c'est très structuré. C'est vrai que Marine avait préparé cette médiation de manière à ce que ce soit très structuré, les temps de parole soient répartis, que ce soit vraiment très construit. Et j'ai eu l'impression que dans le format dans lequel on était plus sur de la facilitation que de la médiation, au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Enfin, nous, on ne conçoit pas le dispositif d'interpellation comme un dispositif de gestion de conflit. C'est pas du tout comme ça que c'est identifié. C'est un dispositif de discussion, d'échange entre la ville et les habitants, quoi. Et pour moi, c'est pas un espace de. On l'a appelé bien sûr atelier de médiation parce que je pense que ça permet de voir tout de suite ce qu'on a envie de mettre en place, c'est-à-dire des deux parties qui s'expriment, mais à la différence près qu'en réalité, c'est pas le dispositif d'interpellation n'est pas un dispositif de gestion de conflit. Et enfin, on a encore des partages et des retours, notamment quelqu'un évoque le droit d'interpellation national, donc c'est aussi en train d'être travaillé et proposé. Il y a des pétitions qui ont été mises dans le chat. Voilà, et apparemment, il faut vraiment qu'on aille voir ce que c'est Solucratie. On ira voir ce que c'est Solucratie. Je pense que ça nous a toutes fait émerger de la curiosité. Eh bien, merci beaucoup. Julie, Marine et Tiffaine pour vos retours. Et on a une dernière main levée. Merci. Sandrine, vous voulez prendre la parole? Oui, moi, là où j'étais ravie quand même pour le droit d'interpellation citoyenne locale du département de la Gironde, c'est que les Girondins s'en soient saisis sans qu'on intervienne du tout, nous. L'info a été communiquée par les bus, mais quand même les Girondins s'en sont saisis sans que nous, en tout cas moi qui ai fait partie d'Espoiric, en ait parlé. Donc ça, pour moi, c'est une très très grande avancée. Ça veut dire que les Girondins se reprennent en main. Et c'est ce que je dis souvent, moi, après avoir accompagné les gens à redevenir auteurs de leur vie professionnelle, eh bien aujourd'hui, il faut les réapprendre à redevenir auteurs de leur citoyenneté. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à toutes et tous. On vous enverra le replay du webinaire et on essaiera aussi de vous partager toutes les ressources qui ont été mises dans le chat pour que vous puissiez aller explorer tout ça. Merci. Merci pour son échange et merci pour cette invitation. Merci la ville de Bordeaux d'avoir accepté aussi qu'on le fasse à deux voix. C'était chouette. Oui, c'était très intéressant. Et alors, on peut essayer de réfléchir au sans couture, hein, puisqu'on a une évaluation. Il nous reste quoi là, 3 minutes? Non, mais avec plaisir, même d'avoir plus de temps de temps en temps, d'avoir des temps d'échange pour aussi se remobiliser, se redonner de l'espoir, de l'énergie. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci. Je peux t'appeler? Oui, 2 minutes. 2 minutes, ok. Juste parce que